Bonjour et bienvenue dans l'iceberg des disparitions mystérieuses et inexplicables. Aujourd'hui les aventuriers, je vous invite à embarquer pour un voyage fascinant au cœur des disparitions les plus étranges survenues dans la nature. Nous allons entamer notre descente de l'iceberg par les affaires les plus célèbres, puis au fil des profondeurs, découvrir des cas de plus en plus obscurs, dérangeants et parfois véritablement incompréhensibles. Alors je précise d'emblée, vous n'y trouverez ni tueurs en série, ni affaires médiatisées liées au milieu urbain, donc pas de Madeleine McCann, Xavier Dupont de Ligonnès ou encore de Brian Schaeffer. Mais rassurez-vous, l'iceberg que nous allons explorer regorge de mystères troublants, de détails glaçants et de révélations qui vous laisseront perplexes. Avant de plonger ensemble dans l'inconnu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner à la chaîne, c'est un petit geste qui fait toute la différence pour la visibilité de la vidéo. Alors est-ce que vous êtes prêts les aventuriers ? Accrochez-vous, car nous partons dès maintenant découvrir les profondeurs inquiétantes de l'iceberg des disparitions mystérieuses. Commençons notre descente dans l'iceberg avec l'un des plus grands mystères du XXIe siècle. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines décolle à minuit 41 de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Tout semble se dérouler pour le mieux et 38 minutes plus tard, l'appareil quitte l'espace aérien malaisien pour entrer sous contrôle vietnamien. À 1h19, le commandant Zahari Ahmad Shah prononce sa dernière communication connue. Good night, Malaysia 370. Puis, silence radio. L'avion ne répond pas à la nouvelle fréquence, le transpondeur s'éteint et l'appareil disparaît des radars civils sans émettre le moindre signal de détresse. Bien entendu, les contrôleurs tentent de rétablir le contact, mais sans succès. Ce n'est qu'à 7h24 que Malaysia Airlines annonce officiellement la disparition de l'appareil. Tandis que le monde retient son souffle, une vaste opération de recherche débute dans le golfe de Thaïlande. Mais c'est à ce moment précis que les radars militaires malaisiens révèlent une donnée inattendue. L'avion aurait effectué un brusque demi-tour, traversé la péninsule malaise, puis mis vers le cap vers l'océan Indien. Les données du satellite Inmarsat confirment que, jusqu'à 8h19, l'avion a continué à émettre des pings vers l'espace, suggérant une trajectoire totalement opposée à son plan de vol initial. Une nouvelle zone de recherche est alors définie, mobilisant d'énormes moyens internationaux. Rapidement, les regards se tournent vers le pilote. Zahari Ahmad Shah, officiellement irréprochable, aurait traversé une grave crise personnelle et un itinéraire similaire à celui du MH370 est retrouvé sur son simulateur de vol. Certains y voient naturellement la preuve d'un acte prémédité, mais aucun élément concluant ne vient étayer cette histoire. En juillet 2015, un premier débris retrouvé sur une plage de la Réunion. D'autres suivront au Mozambique, à Madagascar et sur les côtes africaines, confirmant que le Boeing s'est malheureusement abîmé dans l'océan Indien. Mais l'emplacement exact de l'épave reste inconnu et les boîtes noires n'ont jamais été récupérées. Les hypothèses abondent pour expliquer le drame. Défaillance technique, détournement, actes délibérés, mais aucune n'offre une explication définitive. Alors les aventuriers, quelle est votre théorie préférée? Sabotage, conspiration ou tragique série de défaillances? Dites-le moi en commentaire. Pour cette deuxième histoire, remontons le temps jusqu'en 1845. Si les événements semblent lointains, vous allez voir qu'ils ont connu des rebondissements très récents. En mai 1845, deux navires quittent la Tamise et mettent les caps sur les glaces du Grand Nord. À bord du HMS Terror et du HMS Erebus se trouvent 133 marins menés par Sir John Franklin, un vétéran chevronné des expéditions polaires. Leur objectif est de percer le mystère du passage du Nord-Ouest, une voie maritime légendaire qui traverse l'archipel gelé de l'Arctique canadien. Le Terror et l'Erebus sont des bijoux de technologie pour l'époque. L'équipage embarque 3 années de provisions, des instruments scientifiques et une bibliothèque de près de 3000 ouvrages. Pourtant, malgré cette préparation minutieuse, l'expédition Franklin va sombrer dans le mystère et la tragédie. Après quelques semaines de navigation, les navires atteignent l'est du Canada, puis plus aucun signe. L'amirauté britannique, inquiète, finit par lancer une première mission de secours en 1848, suivie de plusieurs autres. Mais tous les efforts sont vains. Il n'y a aucun message, aucune trace, aucun survivant. Ce n'est qu'en 1850 que 3 tombes sont découvertes sur l'île Beechey contenant les corps gelés de membres de l'équipage. Puis, 4 ans plus tard, l'explorateur John Ray recueille un témoignage inuit selon lequel 40 hommes seraient morts de faim près de la rivière Back. Ray envoie aussitôt son rapport, mais contre toute attente, l'amirauté le rejette. Et face à cette inertie, Lady Franklin finance une nouvelle expédition dirigée par Leopold McClintock. En mai 1859, il découvre un message signé par Francis Crozier daté du 25 avril 1848. On y apprend que les navires ont été piégés dans les glaces pendant plus d'1 an, que Franklin est mort en juin 1847 et que les survivants ont abandonné les navires afin de tenter de rejoindre le sud à pied.
Il faudra attendre 1984 pour que l'enquête soit relancée. Les corps de Lil Beachy sont exhumés et les analyses révèlent une intoxication sévère au plomb, probablement causée par les boîtes de conserve. Une théorie glaçante prend alors forme. Affaiblis et désorientés, les marins auraient sombré dans la folie et l'épuisement. Pendant plus d'un siècle et demi, les navires restent introuvables, devenant les grands fantômes de l'Arctique. Mais en 2014, après des recherches acharnées, les épaves du Terror et de l'Erebus sont enfin localisées, mettant un terme à l'un des plus longs mystères maritimes de l'histoire. Le 16 août 2021, une nourrice contacte les urgences du comté de Mariposa, inquiète de ne pas voir revenir la famille Gerrish, partie en randonnée la veille dans la forêt de la Sierra. Très vite, les enquêteurs retracent les derniers mouvements de Jonathan Gerrish, de sa compagne Helen Chung, de leur fille Mijou et de leur chien Husky. Leur véhicule est retrouvé près du départ du sentier de Hyde Coves, puis le 17 août, les secours découvrent les corps dans la gorge de Devil's Gush. Jonathan est assis, inerte, à côté de sa fille et du chien. Helen, quant à elle, gît plus haut sur la colline. Détail inquiétant, un bidon d'eau vide et un téléphone sont retrouvés tout près. Le shérif Jeremy Breeze résume l'énigme. Vous arrivez sur place et tout le monde est mort. Il n'y a pas d'armes, pas de médicaments, pas de poison. C'est un mystère total. L'absence de cause apparente plonge les enquêteurs dans la confusion. Certaines théories évoquent un puits de mine libérant du monoxyde de carbone ou bien des toxines cyanobactériennes dans la rivière Merced, mais rien ne colle. Ce n'est qu'en analysant le téléphone de Jonathan que le fil des événements se précise. À 7h44 du matin, la famille s'engage sur le sentier alors que la chaleur monte rapidement. Puis à 11h56, Jonathan tente d'envoyer un message désespéré. « Pouvez-vous nous aider ? Sur le sentier sauvage de Lundy, en retournant à la crique de Heights. Pas d'eau, bébé en surchauffe. » Entre midi 9 et midi 35, il compose plusieurs numéros d'urgence, sans succès, il n'y a aucun réseau. Privés d'eau, accablés par près de 43 degrés Celsius, ils succombent les uns après les autres à une hyperthermie foudroyante. Vous l'aurez compris, il n'y a ni tueur, ni accident spectaculaire dans cette histoire. C'est juste une randonnée mal préparée qui s'est terminée de la plus tragique des manières. Et si je vous disais qu'un Premier ministre en exercice a disparu en plein jour sans laisser la moindre trace? Pour cela, mettons le cap sur l'Australie, dans la petite ville côtière de Portsea, au sud de l'état de Victoria. Le 17 décembre 1967, Harold Holt, qui était à la tête du gouvernement australien depuis bientôt 2 ans, décide de souffler un peu. Ce dimanche-là, Holt part avec sa fille et quelques amis vers Cheviot Beach, un lieu qu'il connaît très bien. Il y nage souvent et s'adonne à la plongée sous-marine, malgré de récentes douleurs aux épaules. Avant de s'y rendre, il fait halte dans une épicerie, achète un spray anti-insectes, des cacahuètes et un journal local. En couverture, un titre attire son attention. Il est conseillé au Premier ministre de nager moins. Vers 11h15, le groupe va voir passer le navigateur britannique Alec Rose. Puis, sur le chemin du retour, Holt propose une baignade à Cheviot Beach. Il est environ 12h15. La mer est agitée, les courants sont forts, mais cela ne freine pas Harold. Très vite, il s'éloigne du rivage. Les vagues deviennent plus violentes, puis, sous les yeux de ses proches, il est emporté vers le large. Alan Stewart, un ami présent sur la plage, fonce immédiatement prévenir les secours. La police de Victoria est alertée, l'armée est mobilisée, hélicoptères, embarcations plongeurs, tout est mis en œuvre. Les jours passent et en tout, 340 personnes participent aux recherches. Mais le 5 janvier 1968, la mission est officiellement abandonnée. Le capitaine de corvette Phil Hawke déclare « Toute chance de retrouver le Premier ministre était perdue dès le dimanche soir de sa disparition. » L'Australie est sous le choc et, très vite, les théories émergent. La plus extravagante affirme qu'Harold Holt est un espion à la solde de la Chine et a été exfiltré par un sous-marin. Officiellement, la cause de la disparition reste une noyade accidentelle. Mais plus d'un demi-siècle plus tard, le mystère redemeure. Le 9 février 2004, Maura Murray quitte le campus de l'université du Massachusetts sans prévenir personne et prend la route vers le nord, en direction du New Hampshire. Pourquoi ? Nul ne le sait. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'à 19h27, sa voiture fait une embardée sur une route sinueuse de montagne. À un virage serré, la Toyota Saturn quitte la chaussée et percute violemment un arbre. Un conducteur de bus scolaire arrive peu après et voit Maura debout près du véhicule, apparemment indemne. L'homme est un bon samaritain et lui propose de l'aide, mais Maura refuse catégoriquement. 10 minutes plus tard, la police arrive enfin sur les lieux. La voiture est toujours là, mais Maura, elle, s'est comme volatilisée. L'habitacle du véhicule est en désordre.
CD, maquillage, bouteilles de bière vide, mais aussi des cartes bancaires à son nom. Rien ne laisse supposer une agression. Vers 20h30, un entrepreneur croit apercevoir une silhouette féminine marcher au bord de la route à plusieurs kilomètres de l'accident. Mais ce n'est que 3 mois plus tard qu'il fera le lien avec l'affaire. Pendant ce temps, l'enquête passe entre les mains de la division des dossiers non résolus du New Hampshire. Officiellement, Maura est portée disparue. Officieusement, son cas devient l'un des mystères les plus déroutants des États-Unis. En effet, comment expliquer qu'une jeune femme brillante et sans passé trouble peut disparaître seule en pleine nature à 150 km de son université? Les enquêteurs se penchent alors sur les jours qui précèdent sa disparition, espérant y trouver un éclairage nouveau. Le 5 février, alors qu'elle est en service au dortoir, Maura est retrouvée en larmes. Elle évoque un appel bouleversant de sa sœur, qui est alors en crise avec son compagnon. 2 jours plus tard, la jeune femme est impliquée dans un léger accident de voiture après une fête. Puis, le 9 février, tout s'enchaîne. Elle informe son superviseur qu'elle doit s'absenter une semaine, retire de l'argent en liquide, réserve une chambre d'hôtel dans le Vermont et disparaît sur une route de montagne sans laisser d'explication. 3 grandes théories émergent. Certains pensent à un enlèvement dans les minutes qui ont suivi l'accident, tandis que d'autres évoquent une désorientation et une mort par hypothermie. La dernière hypothèse, plus troublante encore, suggère qu'elle aurait volontairement choisi de disparaître pour recommencer sa vie ailleurs. Et vous les aventuriers, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, enfonçons-nous un peu plus profondément dans l'iceberg avec l'un des plus vieux cold cases de l'histoire. Amelia Earhart découvre le pilotage à 23 ans lors d'un simple baptême de l'air, ce qui déclenche en elle une passion ardente. Elle apprend vite à piloter, acquiert un biplan jaune surnommé le Canary et s'attaque à des records alors réservés aux hommes. En 1927, après la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh, Amelia rêve elle aussi de traverser cet océan. Ainsi, en juin 1928, elle devient la première femme à traverser l'Atlantique en avion, bien qu'accompagnée d'un pilote et d'un mécanicien. Mais c'est surtout sa tentative pour être la première à faire le tour du monde en avion et en suivant l'équateur qui scelle sa légende. Après un premier essai avorté, Earhart repart le 21 mai 1937 à bord d'un Lockheed L-19E Electra avec le navigateur Fred Noonan. Jusqu'en juillet, tout se passe à merveille. Ils atteignent la Papouasie-Nouvelle-Guinée et il ne leur reste que 2 étapes au-dessus de l'océan Pacifique. Le 2 juillet, l'Electra décolle pour l'atoll de Howland, distant d'environ 4000 km. La vedette Itasca de la garde-côte américaine est dépêchée sur place afin de guider l'atterrissage par radio. Amelia établit une dernière communication qui rentrera dans la légende. Nous devrions être au-dessus, mais nous ne voyons rien. Carburant presque épuisé, impossible d'établir un contact radio. Nous volons à basse altitude, environ 300 mètres, nous cherchons vers le nord et le sud. Puis, plus rien. L'avion disparaît des radars, emportant Amelia et Fred. Une vaste opération de recherche est lancée, mais le mystère devient mondial et alimente des décennies de spéculation. Parmi les théories les plus populaires, certains avancent que l'appareil se serait écrasé dans les îles Marshall où ils auraient été faits prisonniers par les Japonais. D'autres pensent qu'ils auraient bifurqué jusqu'à l'île Nikumaroro où un émérissage forcé aurait eu lieu et où ils auraient survécu un temps avant de succomber aux crabes géants. En 1940, une expédition britannique découvre sur Nikumaroro des fragments d'os humains, une semelle de chaussures féminines ainsi qu'un pot de crème pour peau et taches de rousseur. Mais malheureusement, l'analyse des ossements conclut qu'il s'agissait d'un homme. Il faudra attendre janvier 2024 pour que le mystère refasse surface sous une nouvelle forme. À 5000 mètres de profondeur, un drone sous-marin de la société Deep Sea Vision photographie près de Howland une forme métallique ressemblant à une épave d'avion. Pourrait-il s'agir du Lockheed Electra d'Amelia Earhart? Mais à ce jour, cette découverte n'a pas encore été confirmée et une nouvelle expédition est en préparation. Si cette forme mystérieuse s'avère être celle de son avion, alors le voile pourrait enfin se lever sur l'un des plus grands mystères du XXe siècle. En juin 2023, Hayden Rush quitte l'Angleterre pour un ambitieux tour d'Europe à bord de son van aménagé. Véritable passionné de montagne, il sillonne le continent jusqu'au cœur des Alpes suisses où il prévoit de parcourir le célèbre sentier de l'Eiger, l'un des plus spectaculaires itinéraires de la région. Marcheur expérimenté et parfaitement équipé, Hayden a déjà gravi des sommets comme le Ben Nevis ou le Snowdon. Le 22 juin, il gare son van au pied de la montagne et entame seul son ascension. À partir de ce moment, plus personne ne le revoit vivant. C'est ainsi que, quelques jours plus tard, ses proches donnent l'alerte. Les autorités suisses déclenchent une vaste opération de recherche, tandis que ses frères Connor et Niall lèvent plus de 30 000 livres sterling pour financer des recherches supplémentaires. Le van d'Aydan est rapidement retrouvé, mais, fait étrange, les portes du véhicule sont grandes ouvertes.
Le 7 juillet, la famille lance des appels à témoins dans 24 lieux en Suisse, mais les recherches officielles sont stoppées, les autorités suisses estimant avoir tout tenté. Au mois d'août, un rebondissement survient lorsque ses proches publient ses dernières vidéos. L'une d'elles montre un panorama alpin splendide, ainsi qu'une femme inconnue en casquette assise sur un banc, entourée de plusieurs randonneurs. Mais alors, pourquoi Aidan a-t-il filmé cette femme? Était-elle là par hasard, ou ce détail cache-t-il quelque chose de plus grave? Malheureusement, le 24 septembre, le corps d'Aidan est retrouvé près du sentier. Une enquête conclut à une chute accidentelle, probablement le jour de sa disparition. Pourtant, plusieurs zones d'ombre persistent. Comment un randonneur aussi expérimenté a-t-il pu chuter sur un sentier réputé accessible et fréquenté quotidiennement? Pourquoi son van était-il resté ouvert? Et surtout, qui était cette femme filmée quelques heures auparavant? Autant de questions sans réponse qui nourrissent un profond malaise et laissent planer un mystère que l'on ne pourra peut-être jamais éclaircir. Ah, voilà l'une des histoires les plus fascinantes du XXe siècle, un récit à la croisée de l'exploration, de l'archéologie et du mystère pur. C'est l'histoire de Percy Fawcett, un homme obsédé par une cité perdue en Amazonie. Explorateur de renom, Fawcett est mandaté en 1906 par la Royal Geographic Society afin de cartographier les confins inexplorés entre la Bolivie et le Brésil. Pendant plus d'une décennie, le Britannique arpente les terres hostiles du bassin amazonien, s'enfonçant toujours plus loin dans un monde vierge où chaque pas est une aventure. Ces récits captivent l'imaginaire, inspirant notamment Sir Arthur Conan Doyle dans la rédaction de l'île du Docteur Moreau et du Monde perdu. Et je suis certain que vous avez déjà entendu parler du Monde perdu, car le livre a inspiré la création du Jurassic Park. Au cours de ses recherches, Percy Fawcett découvre un étrange document dans la Bibliothèque nationale de Rio, le manuscrit 512. Ce texte relate la découverte d'une cité mystérieuse en ruine, dissimulée au cœur de la forêt et ornée de symboles de civilisation disparus. Pour Fawcett, c'est la preuve d'un passé oublié et d'un peuple civilisé ayant précédé les sociétés indigènes. Il la surnomme Z et, dès lors, toute sa vie s'organise autour de ce rêve obsédant. Mais l'histoire s'en mêle et, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Loyal sujet britannique, l'explorateur suspend ses projets pour servir comme officier. Ce n'est qu'en 1925 qu'il réunit les fonds pour une nouvelle expédition, cette fois accompagné de son fils Jack et de Riley Rimmel. Ensemble, ils quittent Coaiba, convaincus d'être sur le point de faire la plus grande découverte de tous les temps. Mais, vous vous en doutez, ils ne reviendront jamais de la jungle. Pendant des mois, l'absence de nouvelles ne suscite guère d'inquiétude, car Fawcett avait prévenu qu'il pourrait rester coupé du monde longtemps. Mais l'angoisse grandit et est alimentée par des rumeurs. Certains prétendent que les trois hommes ont trouvé la cité et choisi d'y vivre, d'autres évoquent une liaison entre Fawcett et une princesse indienne. Mais la théorie la plus sombre, popularisée dans les années 1940 par les frères Villas-Boas, affirme que les explorateurs ont été tués par les Kalapalos à la suite d'un malentendu ou d'un affrontement. Malgré de nombreuses expéditions de secours et d'enquêteurs amateurs, aucun indice formel ne confirme ces hypothèses. Enfin, notre récit se conclut par un rebondissement que je trouve fascinant. Quelques années après la disparition de Percy Fawcett, des archéologues découvrent d'imposants vestiges urbains à l'emplacement présumé de la cité perdue de Z. Et si Percy Fawcett avait eu raison depuis le début? Au moment où je tourne cette vidéo, l'été bat son plein et certains d'entre vous ont peut-être choisi la montagne comme destination pour se ressourcer. Mais derrière les paysages à couper le souffle, certaines régions cachent des secrets bien plus sombres que l'on n'y imagine. Nichée au cœur des Alpes françaises, la forêt de Boscodon s'étend sur des kilomètres de nature sauvage, entre pins anciens, sentiers escarpés et silence absolu. C'est un lieu réputé pour sa beauté brute, prisé des randonneurs et des amateurs de grands espaces. Mais derrière cette image de carte postale se cache une réputation bien plus inquiétante. Tout commence le 18 juillet 1995, lorsque Lucie Mancacré disparaît dans un alpage entre Crau et Savines-le-Lac. Le lendemain, le corps de la randonneuse de 65 ans est retrouvé, sans que les circonstances de sa mort soient clairement élucidées. 20 ans plus tard, l'histoire semble se répéter. Le 2 juin 2015, Monique Thibert, elle aussi âgée de 65 ans, disparaît lors d'une randonnée dans le même secteur. Malgré d'importants moyens de recherche, son corps ne sera jamais retrouvé. Puis les drames s'enchaînent et s'accélèrent. Le 25 décembre 2016, la voiture de Marie-Christine Camus, 62 ans, est retrouvée vide sur le parking de l'abbaye de Boscodon. Les recherches mobilisent drones, chiens et hélicoptères, mais Marie-Christine semble s'être volatilisée dans la forêt. En 2018, le corps de Nick, un sans-abri allemand, est découvert non loin du cirque de Morgon. 2 ans plus tard, le 26 octobre 2020, ce sont les restes de Cédric Delahaye qui sont retrouvés. Et le 26 novembre, Laurence Clam, 60 ans, disparaît à son tour après avoir quitté son domicile de Crau à pied.
Ces ossements seront identifiés en juillet 2021. Face à cette succession de disparitions étranges, une véritable psychose s'installe dans la région et certains habitants parlent d'un tueur en série. En effet, difficile de ne pas remarquer un schéma. 4 femmes d'une soixantaine d'années, toutes disparues dans la même zone, à quelques années d'intervalle seulement. Pourtant, les enquêteurs restent prudents, les expertises médico-légales ne révèlent aucun signe d'acte criminel. Enfin, un dernier rebondissement survient le 12 juillet 2021, quand les ossements de Marie-Christine Camus sont enfin retrouvés. Pour les autorités, le mystère est clos, mais pour beaucoup, les disparus de Boscodon ne relèvent pas seulement de coïncidences. Nous arrivons à la fin des eaux claires, et avant de plonger plus profondément dans les ténèbres de l'iceberg, laissez-moi vous emmener au cœur d'une énigme vieille de plus d'un siècle qui continue de hanter les rivages battus par les vents de l'Écosse. Le 15 décembre 1900, alors que la nuit tombe sur les îles Flannan, un navire à vapeur croise au large. Depuis sa cabine, le capitaine remarque un détail alarmant. Le phare d'Islandmore, qui est censé les guider, est plongé dans l'obscurité. Le navire rallie ensuite le port de Leith à Édimbourg, où le capitaine fait son rapport au Northern Lighthouse Board. Joseph Moore, qui est le gardien de phare en permission, est dépêché sur place pour inspecter. Le 26 décembre, Moore embarque à bord du Hesperus vers Islandmore. Et à son arrivée, l'étrangeté le frappe. Le drapeau n'a pas été hissé, les caisses de provisions sont là, et la porte du phare est grande ouverte, battue par les vents. Joseph appelle, explore, mais seul le silence lui répond. Et quand il pénètre à l'intérieur, tout semble figé dans un cauchemar. La table est dressée, une chaise est renversée et l'horloge s'est arrêtée. 2 cirés manquent à l'appel et les 3 gardiens ont disparu sans laisser de traces. Face à ce mystère, le 29 décembre, Robert Muirhead arrive sur place afin de reconstituer l'histoire. Il avance une hypothèse simple, mais redoutablement efficace. Face à la tempête, les hommes auraient quitté le phare pour sécuriser des cordages sur une plateforme balayée par les vagues et auraient été engloutis par une mer en furie. Mais ces conclusions ne convainquent pas le grand public qui évoque des pirates, des espions, des créatures maritimes voire même une prétendue malédiction des îles Flannan. En ce qui me concerne, j'ai une préférence pour l'hypothèse qui suggère la folie. En effet, le journal de bord parle d'un climat tendu. Ducat est décrit comme mutique et MacArthur aurait été vu en larmes, submergé par une peur inexpliquée. Le journal mentionne aussi des vagues gigantesques, pourtant contredites par les relevés météorologiques qui n'indiquent aucune tempête. Peu à peu, l'affaire s'éteint dans les brumes de l'histoire, laissant derrière elle l'un des mystères maritimes les plus glaçants et les plus obsédants de toute l'histoire écossaise. Bienvenue dans les eaux troubles de l'iceberg, là où chaque pas nous entraîne un peu plus loin dans le mystère et l'inquiétude. Imaginez un instant, vous participez à une plongée dans un décor de carte postale au cœur d'un paradis marin. L'eau est limpide, les coraux scintillent sous les rayons du soleil et tout autour de vous s'anime une faune multicolore. Mais à votre retour à la surface, le cauchemar commence. Le bateau qui devait vous attendre a disparu, vous laissant dériver seul au milieu de l'océan. Ce scénario glaçant, digne d'un film, est pourtant une histoire vraie. En 1998, Tom et Eileen Lonergan quittent tout pour vivre une aventure lointaine. Après un passage au sein d'une organisation humanitaire, ils poursuivent leur périple jusqu'en Australie. Les Lonergan sont de véritables passionnés de plongée et ils rêvent de découvrir la Grande Barrière de Corail, un joyau marin mondialement réputé. C'est ainsi que, le 25 janvier, à Port Douglas, ils embarquent sur un navire de la compagnie Outer Age pour une excursion réputée. Jusqu'ici, tout semble parfait. Ils enchaînent les immersions et sont fascinés par la vie marine. Mais lors de la 3e plongée, vers 15h, ils plongent une dernière fois et après 40 minutes à 12 mètres de profondeur, leur bateau a disparu. C'est absolument horrible, l'équipage a négligé les règles de sécurité et est parti sans eux. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'un sac est retrouvé à bord contenant leurs papiers d'identité. L'alerte est immédiatement lancée, mais il est déjà trop tard. Malgré une mobilisation massive, il n'y a aucune trace des Lonergan. Quand enfin, quelques semaines plus tard, un pêcheur découvre une ardoise sous-marine avec un message daté du 26 janvier à 8h du matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce message est glaçant. Nous avons été abandonnés près du récif d'Agincourt par l'Outer Age le 25 janvier à 15h. S'il vous plaît, venez nous sauver avant que nous mourions. Au secours! Ce message prouve qu'ils ont survécu au moins une nuit, mais seuls quelques équipements marqués à leur nom apparaissent sur des plages isolées. L'enquête désigne rapidement la compagnie Outer Age. Le capitaine est poursuivi pour homicide involontaire, mais il est acquitté. C'est à ce moment précis des aventuriers que notre affaire prend une tournure étrange. En effet, durant le procès, l'avocat de la défense présente les journaux intimes du couple où Tom évoque une lassitude existentielle et un mal-être profond.
Pourtant, ces écrits contredisent le message d'alerte retrouvé sur l'ardoise. Pourquoi appeler à l'aide si leur disparition avait été planifiée? D'autres détails troublants émergent. Le lendemain de leur disparition, le capitaine d'un bateau de plongée affirme avoir compté plus de passagers au retour qu'à l'aller et mentionne un couple parlant anglais au sein d'un groupe d'Italiens. Alors que croire? Les Lonergan sont-ils morts en mer ou ont-ils simulé leur disparition pour repartir à zéro sous une nouvelle identité? À première vue, Géraldine Larguet pourrait passer pour une grand-mère ordinaire, passionnée de plein air et de longues balades. Pourtant, elle va vivre l'enfer dans l'un des coins les plus sauvages et reculés des États-Unis. Le 23 avril 2013, Géraldine se lance avec son amie Jane Lee dans une randonnée sur le légendaire sentier des Appalaches. Ce parcours mythique s'étend sur plus de 3500 km entre la Géorgie et le Maine, mais leur itinéraire débute à Harper's Ferry, en Virginie occidentale, pour s'achever au mont Katahdin, dans l'extrême nord-est du pays. Leur objectif est de couvrir près de 1770 km, tandis que George, le mari de Géraldine, les rejoindra régulièrement pour leur apporter ravitaillement. Les semaines passent, les kilomètres s'enchaînent, et malgré la rudesse du terrain, les deux femmes avancent bien. Quand, le 30 juin, Jane doit interrompre l'expédition pour une urgence familiale. Avant de partir, elle met en garde son amie. Géraldine a souvent montré un sens de l'orientation approximatif, mais pourtant, la randonneuse poursuit seule, déterminée. Contre toute attente, Géraldine progresse et atteint début juillet l'abri de Polar Ridge, à l'ouest du Maine. Il lui reste alors 320 km à parcourir. Elle marche ensuite jusqu'à l'abri de Spalding pour y passer la nuit et projette ensuite de rejoindre son mari sur la route 27 à environ 21 km de là. Le 22 juillet, peu après 6h30 du matin, une randonneuse la croise et la photographie. Ce sera la dernière fois qu'on la verra en vie. Plus tard, George se rend au point de rendez-vous, mais sa femme n'est pas là. Persuadé qu'elle a pris du retard, il attend 2 jours avant d'alerter les autorités. Le Maine Warden Service lance une vaste opération. La zone entre Spalding et le point de rendez-vous est inspectée, mais aucun indice n'explique sa disparition. L'inquiétude grandit. Géraldine s'est-elle perdue? A-t-elle chuté au croisé un prédateur? Certains évoquent même une rencontre avec un tueur solitaire. 2 années interminables s'écoulent dans le silence. Puis, le 14 octobre 2015, un forestier découvre les restes d'un campement dissimulé sur un terrain militaire à seulement 640 mètres du sentier. Il inspecte les lieux et met à jour une tente effondrée, un sac à dos et des restes humains. L'identité de la défunte est confirmée et, malheureusement, il s'agit de Géraldine Larguet. Sur place, les enquêteurs trouvent son journal et son téléphone. L'analyse révèle plusieurs appels vers son mari et un SMS non envoyé daté du 22 juillet. Je vous laisse écouter. Suis sorti du sentier pour aller aux toilettes. Maintenant perdu. Peux-tu appeler AMC pour voir si un agent d'entretien du sentier peut m'aider? Je suis quelque part au nord de Woods Road. Bisous. L'autopsie conclut à une mort par exposition, survenue après au moins 26 jours de survie. Et, ironie du sort, Géraldine n'était qu'à une trentaine de minutes du sentier et moins d'1 heure d'une route forestière, régulièrement empruntée par les patrouilles militaires. Sa disparition n'est ni un crime ni un accident brutal, mais le résultat d'une série de décisions malheureuses, amplifiées par la solitude, la fatigue et la méconnaissance des techniques de survie. C'est un drame humain profondément émouvant qui rappelle avec cruauté que même les randonneurs les plus déterminés peuvent se perdre à quelques centaines de mètres du salut. Peut-être connaissez-vous les Rockefeller, une famille américaine ayant bâti sa fortune dans l'industrie pétrolière au début du XXe siècle et qui occupe les plus hautes sphères du pouvoir et de l'économie aux États-Unis. Pourtant, Michael Rockefeller ne rêve ni de Wall Street ni de pouvoir. Ce qui anime le jeune homme, c'est l'art primitif, les cultures tribales et la découverte du monde dans sa forme la plus brute. Cette passion le pousse à partir pour un territoire aussi fascinant qu'hostile. La Nouvelle-Guinée occidentale, alors colonie néerlandaise, que nous connaissons désormais sous le nom de Papouasie occidentale. Ainsi, le 17 novembre 1961, Michael est à bord d'un canoë de 12 mètres avec l'anthropologue René Vassing et 2 guides locaux lorsque leur embarcation chavire au large de la côte sud, les laissant dériver. Tandis que les guides nagent vers la rive, Vassing et Rockefeller s'accrochent à la coque retournée. Après plusieurs heures interminables, Michael déclare « je pense que je peux y arriver !» Il s'attache un bidon vide comme flotteur, prend une boussole et un couteau, puis commence à nager vers la terre ferme. Vassing le regarde disparaître à l'horizon. Ce sera la dernière fois qu'on verra Michael vivant. Le lendemain, René Vassing est secouru. Une gigantesque opération est lancée, mais aucune trace de Michael n'est retrouvée. En 1964, il est déclaré mort, noyé ou victime d'un prédateur marin. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Très vite, des témoignages troublants apparaissent.
Deux missionnaires néerlandais établis dans la région rapportent que plusieurs récits parlent d'un homme blanc sorti de l'eau près du village d'Otsjanep, maîtrisé, poignardé, puis dévoré. Les guerriers auraient partagé ses os entre 15 membres, les utilisant comme ornements, outils de pêche ou armes rituelles. Le cannibalisme aurait donc été un acte de vengeance. En effet, quelques années plus tôt, un contingent militaire néerlandais a tué plusieurs habitants du village lors d'une opération de pacification. Michael aurait été confondu avec un colon et puni en conséquence. Un rapport évoquant cette théorie circule dès mars 1962, mais les autorités néerlandaises étouffent l'affaire. La région est alors un théâtre de tension entre les Pays-Bas, l'Indonésie et les indépendantistes papous, dans un contexte de guerre froide et de décolonisation. Certains pensent même que la disparition de Michael pourrait avoir des ramifications politiques ou économiques liées à l'exploitation des ressources naturelles. Alors, Michael Rockefeller a-t-il été victime d'un accident tragique ou d'un meurtre rituel au cœur d'une région en pleine tension coloniale? S'est-il noyé ou est-il devenu une offrande sur l'autel d'une justice tribale? Je vous laisse faire vos propres conclusions, les aventuriers. Bon, que sera un iceberg des disparitions mystérieuses sans son bateau fantôme? Si le Marie Céleste reste le plus célèbre d'entre eux, le cas du MV Jojita n'en est pas moins l'un des plus déconcertants de l'histoire maritime, tant les circonstances entourant sa découverte défient la logique et sèment le doute. Construit en 1931 comme yacht privé pour le réalisateur Roland West, le Jojita change plusieurs fois de main avant d'être réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, il est désarmé puis reconverti en navire civil, puis confié au capitaine Thomas Miller pour une exploitation commerciale. C'est ainsi que, le 3 octobre 1955, le Jojita quitta Pia pour les îles Tokelau, avec 25 passagers et membres d'équipage, ainsi qu'une cargaison de denrées, matériaux et fûts d'huile. Mais dès le départ, une panne du moteur bâbord contraint le capitaine à reporter le départ d'un jour, puis à prendre la mer avec un seul moteur valide. Le voyage, prévu pour 2 jours, tourne au cauchemar. Quand le Jojita ne se présente pas au port, la Royal New Zealand Air Force lance une opération sur plus de 260 000 km². Mais ce n'est qu'un mois plus tard que le navire est retrouvé à la dérive à près de 970 km de sa route prévue. À bord, la découverte glace le sang. Le Jojita est à moitié submergé, incliné sur tribord, ses vitres sont brisées et la passerelle est défoncée. Les canaux de sauvetage, équipements de navigation, journaux de bord et armes ont disparu. Plus troublant encore, une mallette médicale contient des instruments et bandages tachés de sang, tandis que toutes les horloges sont arrêtées à 10h25 du matin. La radio est réglée sur la fréquence d'urgence maritime, des matelas sont empilés autour du moteur tribord et une bâche couvre une partie du pont, suggérant une réparation de fortune ou bien une protection contre quelque chose. Alors, que s'est-il vraiment passé à bord du MV Jojita? Pourquoi un équipage expérimenté aurait-il quitté un navire encore navigable en plein océan au risque de se perdre? Les soupçons se tournent vers Miller, décrit comme négligent et dont les décisions ne rassuraient pas. Parmi les théories, certains parlent d'une mutinerie. Une vague géante ou une trompe d'eau aurait pu endommager le navire et semer la panique, et l'équipage aurait choisi de se débarrasser de la cargaison, allant à l'encontre du capitaine. Une dispute aurait éclaté, et dans la confusion, tout le monde aurait quitté le navire. À ce jour, aucun corps, canot ou autre élément n'a été retrouvé. Sans preuve tangible, la disparition des passagers du Jojita reste une énigme totale. Félicitations les aventuriers, vous êtes arrivés à mi-chemin de l'iceberg. Mais il nous reste encore bien des mystères à explorer, à commencer par l'inexplicable disparition de Théo Hayé. Âgé de seulement 18 ans, Théo était un jeune Belge plein de vie, parti à l'aventure pour découvrir l'Australie en mode backpacker. Le 31 mai 2019, il séjourne à Byron Bay, une station balnéaire très prisée des voyageurs et des surfeurs. Théo a des moyens modestes, il loge à l'auberge Wake Up, à une quinzaine de minutes à pied du centre-ville. Et ce soir-là, comme tant d'autres jeunes, il surfa à la fête au Cheeky Monkey, un bar très fréquenté par les jeunes fêtards. Mais peu après 23h, il est prié de quitter l'établissement, vraisemblablement en raison d'un état d'ébriété. Il quitte alors seul le bar, sans se douter que ce départ va marquer le début d'un mystère encore irrésolu. Grâce aux données de géolocalisation de son compte Google, les enquêteurs parviennent à retracer une partie de ses déplacements. À 23h07, Théo effectue une recherche pour retourner à son auberge, mais se dirige dans la direction opposée, vers un terrain de cricket où il s'arrête quelques minutes. C'est vraiment très étrange. A-t-il rencontré quelqu'un sur son chemin? Théo poursuit sa route et traverse un quartier résidentiel, puis emprunte un sentier isolé qui mène à Tallow Beach. Progressivement, il accélère puis se met à courir, comme s'il était poursuivi ou désorienté. Il perd sa casquette, mais ne revient pas sur ses pas pour la récupérer. Théo atteint la plage, contourne un ancien campement abandonné, puis grimpe une colline raide envahie par la végétation.
Cherche-t-il à se cacher ou à retrouver son chemin? En outre, Tallow Beach est connu comme un lieu de rendez-vous nocturne, parfois associé à la consommation de stupéfiants. Même si Theo n'avait pas ce profil, certains évoquent la possibilité d'une mauvaise rencontre ou bien d'un moment d'égarement. À minuit 5, la balise de géolocalisation de son téléphone cesse d'émettre. Pourtant, 15 minutes plus tard, un message WhatsApp est envoyé à un ami, suivi d'une vidéo lancée sur YouTube. Pourquoi visionner une vidéo dans un tel contexte, au cœur de la nuit, dans une zone si reculée? Ces éléments troublants invalident fortement la possibilité d'une fuite. À 6h17, son téléphone se reconnecte brièvement à un relais, puis se déconnecte pour de bon à 13h42. Durant 6 jours, personne ne s'inquiète, pensant que Theo poursuit simplement sa route. Ce n'est que le 6 juin qu'il sera officiellement déclaré disparu. Nous voici désormais dans les eaux profondes de cet iceberg des disparitions mystérieuses, là où les récits prennent une tournure plus sombre. C'est au cœur des forêts épaisses et impénétrables des Appalaches qu'a eu lieu l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine contemporaine. La disparition du jeune Dennis Martin. Le 13 juin 1969, la famille Martin, composée du père William, du grand-père Clyde et des deux garçons Douglas et Dennis, part en randonnée dans le parc national des Great Smoky Mountains. Pour les Martin, cette randonnée est une tradition. Même Dennis, âgé seulement de 6 ans, surprend par son endurance. Après 2 journées tranquilles, la famille atteint Spencefield, une large clairière d'altitude baignée par la lumière dorée du soleil couchant. C'est là qu'ils décident de camper pour la nuit, profitant du calme et de l'isolement du lieu. Vers 16h, une autre famille de randonneurs les rejoint. Et rapidement, les enfants sympathisent et jouent ensemble dans les fourrés, sous les regards attentifs des adultes. À un moment, William remarque qu'il prépare une petite farce pour surprendre les parents, il décide de jouer le jeu et détourne le regard. Ce que William ignore à cet instant, c'est qu'il vient de commettre une erreur fatale. À peine 5 minutes plus tard, alors que tous réapparaissent, Dennis ne revient pas de sa cachette. William se lève, court jusqu'au buisson où son fils est caché, mais il ne trouve rien. Il appelle Dennis, fouille les environs, il est certain qu'un enfant de 6 ans ne peut pas disparaître ainsi. Les recherches s'organisent autour du camp, mais tout reste vain. Dennis s'est littéralement volatilisé. Privé de radio, le grand-père Clyde parcourt plus de 15 km pour alerter les autorités. Mais comble de malchance, un orage s'abat cette nuit-là, effaçant d'éventuelles empreintes et rendant les recherches encore plus difficiles. Dès l'aube, les opérations de sauvetage sont lancées. Elles mobilisent gardes forestiers, scouts, pompiers, policiers étudiants et même l'unité de bérets verts. Et pourtant, malgré ces efforts colossaux, aucune trace du petit garçon ne sera retrouvée. Les fouilles s'étendent sur plusieurs semaines, mais le 29 juin, elles sont officiellement abandonnées. Brisée, la famille Martin offre une récompense de 5 000 $, mais aucune piste crédible n'émerge. Les théories, elles, ne manquent pas. Chute accidentelle, attaque d'animal, enlèvement. Un témoin affirme même avoir vu un homme étrange transporter quelque chose dans la forêt, mais cela ne mène à rien. La vérité, si elle existe, est sans doute ensevelie quelque part dans ces montagnes, dissimulée à jamais sur les racines, les feuilles et le silence. Depuis toujours, le Grand Canyon exerce une fascination magnétique, attirant des millions de visiteurs chaque année, curieux d'admirer ses parois rougeoyantes. Mais derrière sa beauté vertigineuse se cachent parfois des récits troublants, comme celui de Glenn et Bessie Hyde. En 1928, fraîchement mariés et portés par un esprit pionnier, Glenn et Bessie choisissent de descendre les rapides du Colorado afin de célébrer leur lune de miel. Le 20 octobre, ils quittent Green River dans l'Utah, à bord d'un bateau de bois de 6 mètres conçu par Glenn et baptisé Rain in the Face. Les entament un périple de plusieurs centaines de kilomètres, poussés par le goût de l'aventure, la promesse d'un exploit et la splendeur sauvage du paysage. Le 15 novembre, au mile 88, ils remontent brièvement le sentier escarpé de Bright Angel pour se ravitailler et rencontrent Emery Kolb, un célèbre photographe installé dans un studio surplombant le Grand Canyon. Kolb les photographie, mais note cependant plusieurs signes troublants. Bessie paraît épuisée, le regard ailleurs. À un moment, en admirant la robe de la fille de Kolb, elle aurait soufflé. « Ah, je me demande si je porterai un jour à nouveau de jolies chaussures. » Autre détail étrange, il n'y a aucun gilet de sauvetage à bord. Kolb leur propose son aide, mais le couple décline et reprend la rivière le 18 novembre. Ce sera la dernière fois qu'on les verra vivants. Le 6 décembre, le père de Glenn donne l'alerte. Une opération de recherche est lancée et leur piste mène jusqu'au rapide 231. Leur embarcation est retrouvée intacte, tout leur équipement est en ordre, mais il n'y a aucun signe de Glenn ou de Bessie. L'enquête piétine, l'affaire est classée et le mystère devient un véritable cold case. Jusqu'à ce qu'en 1971, lors d'un voyage en rafting, une femme âgée affirme être Bessie Hyde. Elle raconte avoir assassiné Glenn, décrit comme violent, puis fuit pour refaire sa vie.
Les médias s'emparent de l'histoire, mais certains détails semblent incohérents. Certes, Bessie avait subi des violences dans un précédent mariage, mais ceux qui ont connu Glenn peinent à y croire. L'affaire retombe finalement lorsque l'on découvre que cette femme a tout inventé. Toutefois, le mystère persiste. En 1976, un squelette est découvert sur la propriété d'Emery Kolb. Très vite, les rumeurs s'enflamment. Kolb, épris de Bessie, aurait tué Glenn par jalousie. C'est une hypothèse tentante, mais malheureusement, les analyses révèlent que le squelette appartient à un homme décédé en 1972. Et c'est sous cette nouvelle fausse piste que se clôt notre histoire. Depuis, il n'y a plus rien, et le mystère des Hyde reste entier. Alors, selon vous, qu'est-il arrivé à ce couple dans les profondeurs du Grand Canyon? Dites-le moi en commentaire. Voici une histoire originale, mais ô combien bouleversante. Par une orageuse de novembre 1980, Granger Taylor, un prodige de la mécanique âgé de 32 ans, originaire de Duncan au Canada, disparaît sans laisser la moindre trace. Véritable génie autodidacte, capable de réparer n'importe quelle machine, Granger s'était forgé une réputation d'excentrique brillant, admiré autant pour son savoir-faire que pour son imagination débordante. Très tôt, il quitte l'école pour se consacrer à sa passion, apprenant en observant, en démontant et en reconstruisant. Voitures anciennes, moteurs d'avion, locomotives à vapeur, rien ne lui résiste. Mais derrière ce talent de MacGyver hors norme se cache une obsession plus étrange encore. En effet, Granger est persuadé d'être en contact avec une intelligence extraterrestre. Dans les mois précédant sa disparition, son comportement devient de plus en plus déroutant. Granger construit alors dans le jardin familial une réplique grandeur nature d'un vaisseau spatial comme un hôtel dédié à son obsession cosmique. Puis un soir, sans crier gare, Granger disparaît. Avant de partir, il laisse une lettre à ses parents, une note étrange dans laquelle il annonce son départ pour un voyage interstellaire de 42 mois à bord d'un vaisseau extraterrestre. Voici les derniers mots de Granger. « Chère maman, cher papa, je suis parti à la rencontre d'un vaisseau spatial extraterrestre. Des rêves m'ont convaincu que je devais entreprendre un voyage de 42 mois pour explorer l'univers. Je vous laisse tous mes biens car je n'en aurai plus besoin. Veuillez suivre les instructions de mon testament comme guide. Avec tout mon amour, Granger. » Après cette lettre, il n'y a plus rien. Granger disparaît ainsi que son pick-up sans laisser de traces. A-t-il réellement été enlevé par des extraterrestres ou a-t-il mis en scène sa propre disparition sous l'emprise de substances hallucinogènes? Pendant si longues années, la question reste entière. En 1986, des bûcherons découvrent les restes calcinés d'une explosion en pleine forêt, non loin de la ferme familiale. Les enquêteurs retrouvent un pick-up réduit en miettes et correspondant à celui de Granger. Et, comble de l'horreur, parmi les débris, ils découvrent des fragments d'os humains et un morceau de tissu semblable à sa chemise. Bien que le corps entier ne soit jamais retrouvé, le coroner conclut à une mort probable dans l'explosion. Granger manipulait parfois de la dynamite pour déraciner des souches et un accident est plausible. Mais certains pensent à un geste délibéré, orchestré pour disparaître définitivement. Aujourd'hui encore, les circonstances exactes de cette nuit restent floues. Était-ce un délire psychédélique ou quelque chose d'encore plus étrange? En tout cas, restez attentifs les aventuriers, car on reparlera des extraterrestres un peu plus bas dans l'iceberg. Parmi les affaires les plus troublantes de ces dernières années, la disparition de Chris Kremers et Lisanne Froon continue de fasciner, tant elle reste marquée par des zones d'ombre et des incohérences. Âgées respectivement de 21 et 22 ans et originaires d'Amersfoort aux Pays-Bas, les deux jeunes femmes se rendent au Panama pour mêler tourisme et volontaires humanitaires. Enthousiastes, elles s'installent à Boquete, une petite ville de montagne entourée de jungles et de sentiers de randonnée. Mais rapidement, leur séjour dévie du plan initial. Lisanne souffre du mal du pays et leur mission humanitaire est repoussée d'une semaine. Alors, pour occuper leur temps libre, les deux jeunes femmes décident de partir explorer la nature environnante. Le 1er avril 2014 à 11h du matin, elles entament une randonnée sur le sentier d'El Pianista qui traverse une forêt dense jusqu'à un point de vue en altitude. Les deux néerlandaises emportent peu de choses avec elles. De l'eau, leur téléphone et un appareil photo. Après avoir posté un message sur Facebook, elles s'enfoncent dans la végétation et ne réapparaîtront jamais. Le soir même, leur absence inquiète la famille d'accueil. Ainsi, le 3 avril, les premières recherches débutent avec l'aide de volontaires et d'hélicoptères, et 3 jours plus tard, les parents des deux jeunes femmes arrivent au Panama avec des enquêteurs néerlandais. Malgré les efforts déployés, une récompense de 30 000 $, aucune trace d'elle ne refait surface. Enfin, jusqu'au 14 juin, lorsqu'un indice apparaît. Une autochtone trouve un sac à dos bleu au bord d'une rivière. Il contient plusieurs effets personnels appartenant aux disparus, dont leur téléphone et l'appareil photo de Lisanne. Fait troublant et pour le moins mystérieux, le sac est sec et en excellent état, malgré l'humidité ambiante.
L'analyse des téléphones révèle plus de 70 tentatives d'appel d'urgence entre le 1er et le 6 avril, toutes restées sans réponse, faute de réseau. Après cette date, plusieurs tentatives de déverrouillage de l'iPhone de Chris échouent, laissant penser que Lisanne essaye d'utiliser le téléphone de son ami, peut-être déjà blessé, ou pire encore. Quant à l'appareil photo, il dévoile deux séries. La première montre les jeunes femmes souriantes en début de randonnée, tandis que la seconde, prise dans la nuit du 8 avril, est beaucoup plus inquiétante. Des clichés désordonnés, des objets étalés sur des rochers, un miroir, des emballages de bonbons, des monticules de terre et, sur l'un d'eux, ce qui ressemble à l'arrière du crâne ensanglanté de Chris. Peu après, des vêtements appartenant à Chris sont retrouvés, soigneusement pliés près d'un cours d'eau. Puis, au fil des jours, des fragments humains sont découverts. L'autopsie révèle que les restes de Lisanne montrent une décomposition naturelle, tandis que ceux de Chris semblent avoir été blanchis chimiquement. Autre détail perturbant, et peut-être la clé de l'affaire, la photo numéro 509 manque sa carte mémoire. Elle a été supprimée de façon numérique, ce qui nécessite un ordinateur. Quelqu'un aurait-il manipulé l'appareil après leur disparition, ou s'agit-il d'une erreur policière passée sous silence? Malgré les nombreux interrogatoires menés dans la région, aucun témoignage ne permet de reconstituer ce qui s'est réellement passé. Même la cause de leur mort demeure incertaine. Deux hypothèses subsistent pour expliquer cette sombre histoire. La première, rationnelle, évoque une chute suivie d'un enlisement dans un environnement hostile. La seconde, bien plus inquiétante, parle d'une mauvaise rencontre dans une zone fréquentée par les narcotrafiquants. Et ça, les aventuriers, c'est à vous d'en juger. Kenny Veach est un randonneur aguerri, connu sous le pseudonyme de Snakebit Maggie sur YouTube. Il y partage ses explorations solitaires, souvent sans carte ni GPS. À première vue, Kenny est un homme discret, presque banal, mais en juin 2014, un commentaire publié sous une vidéo conspirationniste attire l'attention. Il y raconte avoir découvert une grotte étrange, non loin de la base aérienne de Nellis, près de la mythique zone 51. L'entrée, dit-il, avait la forme d'un M majuscule, et ce qu'il a ressenti en tentant d'y entrer dépasse l'entendement. Je pénètre toujours dans les grottes que je trouve, mais celle-ci, mon corps entier s'est mis à vibrer. Plus je m'approchais, plus l'effet s'intensifiait. Une panique soudaine m'a saisi et j'ai fui. C'était l'une des expériences les plus étranges de toute ma vie. Son récit fascine. Certains crient au canular, d'autres le pressent d'y retourner. Et donc, en octobre 2014, Kenny part filmer une nouvelle expédition. Armé d'un pistolet, parce qu'après tout on est en Amérique, il erre seul dans le désert, s'arrête devant un puits de mine, mais ne parvient pas à retrouver la fameuse grotte. Les réactions en ligne sont brutales. On l'accuse d'avoir menti et de s'être dégonflé. Le 10 novembre 2014, il informe sa compagne qu'il va randonner dans les Sheep Mountains et qu'il sera de retour le lendemain. Mais je pense que vous connaissez la musique, Kenny ne reviendra jamais. Alertées, les autorités entament des recherches. Elles localisent sa voiture en bordure de piste, à plusieurs kilomètres du puits filmé. En fouillant le puits, les policiers découvrent son téléphone portable. Mais c'est tout, aucun autre indice ne sera jamais découvert. Dans un long commentaire, Cherion Pilgrim, sa compagne, révèle une facette plus intime de Kenny. Elle raconte qu'il souffrait de dépression depuis des années, qu'il refusait toute aide et qu'elle est persuadée qu'il est parti pour ne jamais revenir. Par ailleurs, plusieurs détails renforcent cette théorie. Kenny quitte son emploi peu avant sa disparition, tente de vendre sa maison à condition de pouvoir continuer à vivre en tant que gardien et se lance dans des projets d'invention sans véritable plan. Tout semble donc pointer vers un geste désespéré. Et pourtant, une autre théorie persiste. Et si la grotte en M existait réellement? Pour certains, elle cacherait une base secrète liée à la zone 51. Et Kenny, en s'y approchant d'un peu trop près, aurait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Sa disparition serait alors tout sauf un hasard. Nous voici dans les abysses de l'iceberg, là où la lumière se fait rare et où la pression devient presque insupportable. Pour initier cette nouvelle strate, les aventuriers, je vous propose de découvrir le cas troublant d'un homme disparu dans les profondeurs d'une grotte sous-marine. Le 18 août 2010, Ben McDaniel se rend à Vortex Spring, un site de plongée réputé en Floride. Âgé de 30 ans, il est passionné par l'exploration de grottes sous-marines qu'il cartographie au fil de ses expéditions solitaires. À cette époque, Ben traverse une phase sombre. Son entreprise a fait faillite, il croule sous les dettes, vient de divorcer et, plus tragique encore, son jeune frère est décédé d'une overdose. Il s'installe alors dans la maison secondaire de ses parents et se consacre entièrement à sa passion. Le jour de sa disparition, Ben passe l'après-midi à Vortex Spring. Il effectue une première plongée, inspecte l'entrée de la grotte et prend des notes.
Puis, peu avant le coucher du soleil, il replonge, cette fois avec son casque et ses lampes frontales, un signe qu'il compte aller plus loin, dans une zone normalement interdite. C'est à ce moment précis que 2 employés du parc, Eduardo Taran et Chuck Cronin, le voient descendre dans les profondeurs. Taran, qui est convaincu que Ben forçait déjà l'entrée depuis un moment, décide de lui ouvrir la grille. Il le regarde franchir le seuil, puis remonter brièvement. Ce sera la dernière fois qu'on verra Ben en vie. Le lendemain, sa voiture est toujours garée sur le site, mais l'affluence touristique empêche qu'on s'en inquiète. Ce n'est que le jour suivant que Taran donne l'alerte. Le site est fermé et une enquête est lancée. Dans son véhicule, les enquêteurs trouvent son portefeuille, son téléphone, ses carnets de plongée et un croquis du réseau souterrain, ce qui laisse penser qu'il n'a jamais refait surface. Une équipe de plongeurs spécialisés est alors mobilisée. 2 bouteilles de décompression sont retrouvées près de l'entrée, mais elles ne contiennent qu'un mélange d'air classique, un détail qui intrigue immédiatement les experts. Très vite, l'affaire bascule dans l'étrange. Ed Sorenson, l'un des rares plongeurs capables de s'aventurer dans les recoins les plus étroits de la grotte, fouille chaque tunnel, chaque boyau, sans jamais rien trouver. Un de ses collègues résume l'impasse. « Nous avons exploré chaque centimètre de la grotte. S'il est là, alors je ne sais pas où il est. » Pour faire avancer les recherches, les parents de Ben offrent une récompense de 30 000 $, mais aucune piste ne se dégage. Et, détail très troublant, l'analyse de l'eau ne révèle aucune trace de décomposition, renforçant une hypothèse de plus en plus dérangeante. Ben ne serait jamais mort dans la grotte, peut-être même n'y est-il jamais allé. Des théories commencent à circuler. Certains pensent qu'il aurait simulé sa mort pour fuir ses dettes et recommencer sa vie ailleurs. Mais ses proches rejettent cette idée, convaincus qu'il n'aurait jamais abandonné son chien ni infligé une telle douleur à ses parents. Rappelez-vous, le frère de Ben est récemment décédé d'une overdose. Une autre hypothèse, plus sombre, suggère une implication des employés du site. Et si Ben avait eu un accident dans la grotte ? Certains avancent que son corps aurait été plus dissimulé pour éviter toute responsabilité pénale du parc. Mais sans corps, sans preuves et sans témoins, l'affaire demeure un mystère. Plus de 10 ans après sa disparition, personne ne sait ce qu'il est advenu de Ben McDaniel. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler de la mystérieuse disparition du petit Émile, une affaire qui a défrayé la chronique et mobilisé l'attention de toute la presse nationale pendant plusieurs semaines. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un enfant disparaît sans laisser de traces dans la campagne française. Pour cela, il faut mettre le cap sur la magnifique région de Bretagne, plus exactement sur le village de Saint-Rivoal. Le 6 avril 1922, Pauline Picard, qui est une fillette de 2 ans, joue devant la ferme familiale lorsqu'elle disparaît sans que personne ne comprenne comment. L'alerte est donnée, plus de 150 personnes ratissent la région, mais aucun indice ne permet de retrouver l'enfant. Les premières hypothèses, bien évidemment, évoquent un accident. Peut-être que la fillette s'est perdue et n'a pas survécu au froid. D'autres parlent d'un animal sauvage, mais les soupçons se déplacent rapidement. Un ramoneur est aperçu rôdant autour de la ferme, des témoins parlent de 2 hommes inconnus et même une communauté de gitans est visée. Pendant plusieurs semaines, les recherches restent vaines, jusqu'à ce qu'un télégramme bouleverse l'affaire. Une petite fillette errante a été retrouvée à Cherbourg, à plus de 350 km de là. Quand la mère de Pauline voit la photo, elle s'effondre. « C'est bien ma fille, ma pauvre petite Pauline ! Mais comment a-t-elle pu se retrouver si loin ?» La famille se rend immédiatement sur place et, en la voyant, l'émotion est telle qu'ils la reconnaissent. Mais rapidement, le doute s'installe. La fillette ne parle pas breton et ne reconnaît ni ses parents, ni son environnement. Malgré cela, il la ramène à la ferme, pensant qu'elle est simplement choquée. Pendant un temps, tout semble rentrer dans l'ordre jusqu'à la fin du mois de mai. Alors qu'il circule près de la ferme, un cycliste aperçoit ce qui semble être le reste d'un petit corps partiellement décomposé. À côté gisent un crâne d'adulte et des morceaux de vêtements que les Picard identifient comme ceux de Pauline. Lors de son audition, François Picard avoue, troublé. « Ce sont bien ses vêtements, mais est-ce vraiment son corps ? L'autre lui ressemble tellement. » Un prêtre, convaincu que la zone avait été minutieusement fouillée, affirme que le corps ne pouvait pas s'y trouver depuis le début. Une autopsie est ordonnée, mais les conclusions restent vagues. C'est une mort accidentelle possible, sans blessure décisive. Alors, si le corps est bien celui de Pauline, qui est la fillette de Cherbourg ? Le 13 juin, sur ordre du parquet, elle est renvoyée à l'hospice. Là, étrangement, elle se met à parler breton. Finalement, sans preuve formelle ni ADN, elle est baptisée Marie-Louise Pauline et confiée aux sœurs franciscaines de Notre-Dame du Vœu. Quant à la véritable Pauline Picard, son sort restera à jamais un mystère.
Le dimanche 13 janvier 1980, Paul Fugat, un ranger de 41 ans, quitte le centre des visiteurs du Chiricahua National Monument pour une ronde de routine en direction de Faraway Ranch. Il ne le sait pas encore, mais personne ne le reverra jamais vivant. Sa disparition, aussi soudaine qu'énigmatique, demeure l'un des plus grands mystères des parcs nationaux américains. Lorsque Paul ne rentre pas le soir, l'une de ses collègues donne immédiatement l'alerte. Le superintendant Ted Scott et 2 employés partent aussitôt à sa recherche, mais ils ne trouvent aucune trace. Puis, le lendemain, les recherches s'intensifient. Fans de personnes, un chien pisteur, puis la garde nationale et des secouristes volontaires sont mobilisés, en vain. Un témoignage vient alors relancer l'enquête. Un ami de Paul, Dick Horton, affirme l'avoir vu ce jour-là, affalé entre 2 hommes à l'arrière d'un pick-up. Sous hypnose, il décrit un véhicule vert foncé avec cellule de toit, conduit par un homme barbu en chemise à carreaux. D'autres témoins évoquent des traces de lutte près de Faraway Ranch, mais aucune preuve tangible n'apparaît. L'enquête se tourne alors vers la vie de Paul Fugat qui révèle des zones d'ombre. En 1971, Paul est renvoyé de son poste car sa moustache ne respectait pas les normes du NPS. Avouez que c'est quand même étrange, hein. À cela s'ajoutent des accusations de vol de foin, d'usage abusif de matériel et de tensions avec ses supérieurs. Il entame un long combat juridique qu'il finit par gagner avec indemnité à la clé et réintégration à son poste. Mais c'est sa vie privée qui intrigue davantage. Paul et sa femme Dodie formaient un couple libre. Il aurait eu plusieurs liaisons et l'une de ses maîtresses aurait été enceinte. Certains pensent que Dodie, jalouse ou furieuse, aurait pu le tuer. D'autres avancent une vengeance du National Park Service en représailles à sa réintégration. Mais une troisième hypothèse émerge. Selon un ancien agent de la DEA, Paul aurait surpris un trafic de drogue et aurait été éliminé pour cette raison. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un crime passionnel, d'un règlement de compte ou d'une exécution silencieuse? J'ai hâte de lire votre théorie préférée, les aventuriers. Le 21 octobre 1996, un ranger survole la vallée de la mort en hélicoptère lorsqu'il aperçoit un minivan Plymouth voyageur abandonné dans une zone totalement inhospitalière. Les pneus sont crevés et aucun occupant n'est visible autour du véhicule. Face à cette découverte déconcertante, le ranger prévient les autorités. L'enquête révèle que le véhicule, signalé volé plusieurs semaines plus tôt, avait été loué par une famille allemande constituée d'Egbert Rimkus, de sa compagne Cornelia Mayer et de leurs enfants Georg et Max. Ils prévoyaient de visiter plusieurs parcs avant de rendre le van le 26 juillet, veille de leur vol retour. Mais, comme vous en doutez, ils n'ont jamais pris l'avion ni donné signe de vie. Une vaste opération de recherche est alors lancée dans le désert. Il ne faut pas attendre longtemps avant que plusieurs indices inquiétants ne soient retrouvés. Une bouteille de bière vide posée sur une pierre, comme si quelqu'un s'était assis, puis des gourdes abandonnées à 5 km au sud-est du véhicule. Tout suggère une fuite à pied des Allemands, mais malgré l'ampleur des recherches, la famille Rimkus demeure introuvable. L'affaire devient alors un mystère culte, alimenté par des théories fantaisistes. Fuite préméditée vers le Costa Rica, enlèvement par une secte, voire un contact extraterrestre. Mais rien ne corrobore ces idées délirantes, la famille menait une vie stable et prospère en Allemagne. En 2009, Tom Mahood décide de relancer l'enquête. Le secouriste examine minutieusement les dossiers, recoupe témoignages et photos et reconstitue le périple tragique. Il découvre que la famille a probablement connu des difficultés financières et, pressés de rendre le véhicule, ils auraient tenté une route secondaire à travers la vallée de la mort, mais leur van inadapté s'est enlisé. Face à la chaleur implacable et au manque d'eau, Mahood suppose qu'Egbert a tenté de rejoindre la base militaire de Channel Lake, faisant halte pour reprendre des forces avant de rebrousser chemin complètement épuisé. Ensuite, les Rimkus auraient tenté leur chance vers Furnace Creek dans l'espoir de trouver une route et une voiture. Tom Mahood et son collègue Les Walker décident de se rendre sur les yeux et quadrillent immédiatement la zone. Quelques instants plus tard, ils découvrent un morceau de papier avec des restes d'un calendrier en allemand, puis les restes squelettiques de 2 adultes. La fin tragique d'Egbert et de Cornelia est désormais avérée. Laissez-moi vous raconter ce qui pourrait bien être la disparition la plus énigmatique du continent asiatique. Préparez-vous les aventuriers, car nous allons plonger dans un trou de lapin qui ne vous laissera pas indemne. Le dimanche 26 mars 1967, Jim Thompson séjourne en Malaisie pour le week-end de Pâques chez des amis. Vers 13h30, après le déjeuner, il annonce qu'il part se promener dans les collines des Cameron Highlands. Ce que personne ne sait alors, c'est que Jim ne sera plus jamais revu vivant. À 18h, une vaste opération de recherche débute, mais les heures et les jours passent, aucune trace ne se révèle. À ce stade, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une disparition tragique, mais somme toute banale. Mais ce que je me suis gardé de vous dire, c'est que Jim Thompson n'est pas un touriste comme les autres.
Véritable mania de la soie, Jim est l'un des hommes les plus influents d'Asie du Sud-Est, ayant relancé l'industrie de la soie thaïlandaise. L'Américain est également propriétaire d'une villa somptueuse à Bangkok, où il y expose sa collection d'art asiatique. Alors, comment expliquer la disparition inexpliquée d'un homme aussi puissant et surveillé? L'affaire fait rapidement la une mondiale. La Thaïlande presse les autorités malaisiennes et, pendant 11 jours, les recherches sont intenses. Exploration des moindres recoins, interrogatoires, mobilisation de l'armée et fouille des rivières, mais il n'y a rien et l'opération est abandonnée. Quelques mois après, un nouveau drame frappe la famille Thompson. La sœur de Jim est assassinée aux États-Unis, c'est un meurtre jamais élucidé. Certains y voient évidemment un lien, mais jusqu'à preuve du contraire, aucune preuve ne l'établit. Officiellement, on privilégie la thèse d'un homme perdu dans la nature hostile, victime d'un accident ou d'un animal sauvage. Mais cette explication ne convainc pas tout le monde. En effet, d'autres évoquent un crime prémédité. Jim aurait croisé des ennemis et son corps aurait été dissimulé pour éviter qu'il ne soit retrouvé. Il existe aussi une théorie sur laquelle Thompson aurait été ciblé en raison de son statut privilégié. Et si un concurrent jaloux, un ennemi économique, avait orchestré sa disparition pour faire taire un homme devenu trop influent? Ou alors, peut-être que la clé de la disparition de Jim Thompson réside dans son passé. En effet, il a servi dans l'OSS, l'ancêtre direct de la CIA, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, plusieurs scénarios crédibles émergent. Était-il sous couverture et éliminé par une puissance ennemie? A-t-il été trahi par ses propres services ou aurait-il organisé sa disparition pour vivre caché sous une autre identité? Rappelons-nous que nous sommes en 1967 et que la guerre du Vietnam fait rage. Thompson a critiqué publiquement l'intervention américaine et aurait pu être éliminé par la CIA. Par ailleurs, la Malaisie connaît à ce moment-là une guérilla communiste. On peut imaginer que Jim aurait été kidnappé par des insurgés avant que la situation ne dégénère. Vous l'aurez compris, plus on creuse profondément dans cette histoire, plus elle soulève de questions sans réponse. Jim Thompson a disparu dans les montagnes de Malaisie, mais contre toute attente, son héritage sur l'art et la mode perdure encore en Asie du Sud-Est. Voilà, nous sommes dans la dernière strate de l'iceberg et notre voyage touche à sa fin. Et c'est ici, dans cette zone la plus profonde et la plus obscure, que vous vous apprêtez à découvrir les disparitions les plus troublantes, là où le surnaturel semble s'en mêler. Sur notre planète, il existe des lieux mystérieux où les lois de la nature semblent vaciller et où les êtres humains disparaissent sans laisser de traces. L'un de ces endroits est le triangle de Bennington, une vaste région sauvage nichée dans l'état du Vermont. Tout commence en 1945 avec une série de disparitions énigmatiques qui, en 5 ans, vont semer la peur et la zizanie. La première victime connue du triangle est Midi Rivers, un guide de chasse de 74 ans qui disparaît soudainement dans la zone reculée de Hell Hollow. Malgré 8 jours de recherche intense, le chasseur s'est littéralement volatilisé. Un an plus tard, Paula Weldon, une étudiante de 18 ans du Bennington College, disparaît sur une portion du Long Trail près du mont Glastonbury. Vêtue d'un manteau rouge, elle est vue pour la dernière fois le 1er décembre 1946 et les recherches, qui mobilisent plus de 1000 personnes, restent vaines. Enfin, presque vaines, car un certain Fred Gaudet affirme savoir où se trouve le corps de Paula, il est donc brièvement soupçonné, mais ces contradictions ne mènent à rien. Suite à la disparition de Paula Weldon, l'État crée la police d'État du Vermont. Le 1er décembre 1949, 3 ans jour pour jour après Paula, James Tedford, un homme de 68 ans, disparaît dans un bus entre St. Albans et Bennington. Des témoins le voient à bord, mais à l'arrivée, l'homme a disparu, laissant valise et horaire sur son siège. En octobre 1950, Paul Jepson, un garçon de 8 ans, disparaît à son tour. Il joue dans la camionnette familiale près d'une décharge municipale lorsque sa mère le perd de vue. Lors des recherches, un chien pisteur suit sa trace, mais la perd à un carrefour. Tout indique un potentiel enlèvement. La dernière disparition connue du triangle de Bennington est celle de Frida Langer, une randonneuse de 53 ans. Après une chute dans un ruisseau, elle disparaît en revenant au camp. Son corps sera retrouvé 6 mois plus tard dans une clairière déjà fouillée, sans cause de mort identifiable, laissant place aux spéculations. Vous imaginez bien que toutes ces disparitions concentrées dans une même zone alimentent de nombreuses théories. Certains pensent un tueur en série, mais la diversité des profils et l'absence de mobile rendent cette hypothèse faible. D'autres évoquent un prédateur animal comme un lynx ou un cougar, mais ces espèces sont rarement agressives envers l'homme. Et, faute de preuves, les hypothèses deviennent surnaturelles. Entités mystérieuses, énergie tellurique, Bigfoot ou encore phénomènes extraterrestres. Des témoins parlent de voix étranges sur des fréquences radio, de silhouettes spectrales dans les bois ou d'avions s'écrasant inexplicablement. Quelles que soient les explications avancées, le triangle de Bennington reste l'un des lieux les plus énigmatiques des États-Unis.
Avec les disparitions de Maura Murray et de Géraldine Larguet, il est clair que quelque chose d'étrange se passe dans le nord-est du pays. En 1974, poussé par sa passion pour la nature et la photographie, Charles McCullagh quitte sa Virginie natale afin de parcourir les États-Unis. Il voyage en autostop, appareil photo en bandoulière, et finit par rejoindre en janvier 1975 l'Oregon où il s'installe brièvement chez un ami. C'est alors que Charles va prendre une décision qui va sceller son destin. Il choisit de partir seul pour Crater Lake, un parc national aussi sublime qu'hostile. Et si vous avez vu mon iceberg sur les mystères du Far West, vous savez que cet endroit a déjà sa part d'ombre. Selon plusieurs témoins, Charles aurait été aperçu dans la région de Diamond Lake, non loin du parc. Mais le 1er février, il ne rentre pas comme prévu chez son ami. L'alerte est donnée, la police placarde des affiches dans les gares, mais l'affaire reste en marge, éclipsée par une disparition autrement plus médiatique. Celle du syndicaliste Jimmy Hoffa. Sans piste ni preuve tangible, l'enquête s'enlise. On suppose que Charles a changé d'itinéraire et qu'il est parti ailleurs sans prévenir. Puis, le 13 octobre 1976, 2 randonneurs s'égarent dans une zone marécageuse de Crater Lake appelée Sphagnum Bog. En débouchant dans un canyon isolé, ils tombent sur un vieux sac à dos abandonné. Les rangers sont aussitôt prévenus. Le lendemain, l'équipe de recherche fait une découverte macabre à seulement 19 km du sentier de départ. Un pantalon déboutonné repose sur un tronc et avec à l'intérieur des fragments de tibia. Des os sont également retrouvés dans des chaussettes et un morceau de crâne gît à quelques mètres de là. En revanche, le reste du squelette est manquant, probablement emporté par des animaux. L'hypothèse avancée par les enquêteurs est celle d'une hypothermie sévère, provoquant un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal où l'on croit avoir trop chaud. Alors oui, cette version semble logique, mais elle soulève rapidement des doutes. L'équipement photo de Charles a disparu, ainsi que sa chemise, ses bottes, sa veste et son argent. Comment aurait-il pu parcourir 19 km à pied sans raquettes dans 2 mètres de neige poudreuse? Et surtout, pourquoi cette étrange disposition des vêtements? Face à ces incohérences, la thèse d'un crime prend de l'ampleur, mais les enquêteurs l'écartent sans jamais vraiment l'explorer. En 2016, Stephen McCullagh, le frère de Charles, publie un article où il livre une hypothèse intime. « J'ai fait du stop et je suis tombé sur un homme étrange. Il m'a volé mon matériel, mon argent, puis m'a tiré une balle dans la tête. Il a traîné mon corps jusqu'à ce coin oublié de Crater Lake. Il m'a retiré ma chemise, mes bottes, m'a assis sur un tronc, puis il est reparti, comptant sur les animaux pour faire disparaître toute trace. Et vous savez quoi? Ça a marché. La police a conclu à une mort naturelle, mais mon père, lui, il n'y a jamais cru. Alors dites-moi les aventuriers, Charles McCullagh a-t-il été victime d'un accident tragique ou d'un meurtre parfaitement dissimulé? Après l'Oregon, mettons le cap sur les contreforts enneigés de la Sierra Nevada. Là, dans la nuit glaciale du 24 février 1978, 5 jeunes hommes disparaissent après avoir assisté à un match de basketball. Ils laissent derrière eux une énigme glaçante, encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus troublantes de l'histoire américaine. Ce soir-là, Jackie Hewitt, Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Weyer et Gary Mathias préparent la Mercury Montego de Jack pour se rendre dans la petite ville de Chico. Tous souffrent de troubles cognitifs ou psychiatriques légers, mais chacun mène une vie relativement autonome. Après le match, ils s'arrêtent dans une supérette vers 22h, achètent des sucreries, puis repartent en direction de Yuba City. Vous vous en doutez, ils n'arriveront jamais à destination. Le lendemain, les familles s'inquiètent et donnent l'alerte. Les garçons devaient participer à un tournoi de basketball le jour même, un événement qu'ils attendaient avec impatience. L'idée d'une fugue est donc écartée d'emblée. 3 jours plus tard, par le plus grand des hasards, un garde forestier repère leur voiture abandonnée sur une piste isolée à plus de 80 km au nord-est de Yuba City. Le véhicule n'est ni accidenté ni en panne, il contient encore du carburant et les clés ne sont pas dans le contact. Les recherches débutent, mais malheureusement, une tempête de neige interrompt rapidement les opérations. C'est alors qu'un témoin inattendu se manifeste. Le soir de la disparition des 5 de Yuba, Joseph Shones aurait été victime d'un malaise cardiaque sur la route. Vers 23h30, à demi-conscient, il aperçoit des phares et plusieurs silhouettes, dont une femme tenant un bébé dans ses bras. Joseph appelle à l'aide, mais le groupe l'ignore et disparaît. Lorsque Shones apprend que la voiture des disparus a été retrouvée à cet endroit précis, son témoignage prend une tournure troublante. Des semaines passent, puis le 4 juin 1978, des motards découvrent une caravane abandonnée de l'US Forest Service dans une zone boisée reculée. À l'intérieur, Ted Weyer repose sur un lit recouvert de draps, comme si quelqu'un avait tenté de le réchauffer ou bien de veiller sur lui. Mais un détail dérange les enquêteurs. La caravane contenait de quoi survivre pendant un an, mais rien de tout cela n'a été utilisé.
Ted était-il trop désorienté ou entravé par son handicap pour se sauver lui-même? Le lendemain, les corps de Jack Madruga et Bill Sterling sont retrouvés, partiellement dévorés par des animaux. Peu après, ce sont les restes de Jackie Hewitt qui sont identifiés. Seul Gary Mathias reste introuvable. Ses chaussures sont retrouvées dans la caravane, mais il n'y a aucune trace de lui malgré les recherches. Pourquoi 5 hommes, dont certains redoutaient la nature et le froid, auraient-ils abandonné une voiture fonctionnelle pour affronter un environnement aussi hostile? Et surtout, comment se sont-ils retrouvés sur cette route perdue à 80 km de leur destination? Pour les familles, un crime est la seule explication possible. Peut-être que les 5 de Yuba ont vu quelque chose et ont été éliminés en conséquence. Près d'un demi-siècle plus tard, l'affaire demeure irrésolue et hante encore les enquêteurs ainsi que les esprits curieux. Le soir du 21 octobre 1978, un petit avion de tourisme décolle de Moorabbin pour effectuer un vol de 200 km au-dessus du détroit de Bass. Aux commandes se trouve Frederick Valentich, un jeune pilote australien de 20 ans, parti seul pour un vol d'entraînement en direction de la Tasmanie. Très vite, quelque chose d'étrange se produit dans le ciel. À 19h06, Valentich contacte le contrôle aérien de Melbourne. Un appareil inconnu semble suivre à environ 1300 mètres d'altitude. Pourtant, le contrôleur lui répond qu'aucun autre vol n'est enregistré dans la zone. Mais le jeune pilote insiste, il décrit un engin massif au feu d'atterrissage d'une puissance inhabituelle qui vole à grande vitesse, survole son avion, virevolte autour de lui et semble même le scruter. Puis, soudain, Valentich évoque une perte de puissance moteur. Le contrôleur aérien tente de maintenir le contact et c'est alors que le pilote lâche une phrase restée célèbre. It's also got a green light and a sort of metallic like it's shiny on the outside. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. La transmission s'interrompt brutalement sur un raclement métallique étrange. Une opération de recherche d'envergure est lancée, mobilisant avions et navires, mais aucune trace du Cessna ni de son pilote n'est retrouvée. Plusieurs témoins disent avoir vu des lumières étranges dans le ciel ce soir-là, mais leurs récits ne sont jamais corroborés. Il faudra attendre 5 ans pour qu'un morceau de capot compatible avec l'avion soit retrouvé sur l'île de Flinders. Mais malgré cette découverte, cela ne permet toujours pas d'établir les circonstances exactes du drame. Le profil de Valentich attire alors l'attention des enquêteurs. Son père révèle que Frédéric croyait aux ovnis et redoutait une possible rencontre. On découvre aussi qu'il avait échoué à plusieurs examens, reçu des avertissements pour des infractions en vol et a même été recalé de l'armée de l'air australienne. Ces éléments sèment le doute. Est-ce que Frédéric a été victime d'un phénomène inexpliqué, d'une hallucination, ou bien a-t-il mis en scène sa propre disparition? Aujourd'hui encore, le mystère reste entier et le vol de Frédéric Valentich continue d'alimenter les spéculations les plus étranges. Pour beaucoup, c'est l'une des énigmes les plus fascinantes de l'aviation moderne. Nous voici arrivés tout en bas de l'iceberg et je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. Pour conclure ce voyage à travers les disparitions les plus troublantes, nous restons en Australie où une série d'événements inquiétants semble désigner un potentiel tueur en série. Au nord-est de l'état de Victoria, au cœur des Alpes victoriennes, s'étend la vallée de Vonangata. Ce territoire isolé est devenu malgré lui une destination de tourisme noir où les campeurs partagent, à la lueur des feux de camp, d'étranges histoires de randonneurs disparus, de meurtres non résolus et d'un homme que l'on appelle le Button Man. Son surnom vient de la veste militaire boutonnée qu'il porte souvent. Selon la légende, il serait un vieil homme au regard perçant et aux cheveux gris et au comportement déroutant. Il apparaîtrait sans prévenir, interrogeant les randonneurs sans jamais parler de lui. Certains le trouvent simplement étrange, d'autres assurent qu'il peut se montrer menaçant. Bon, vous pensez sûrement que nous avons affaire à une légende urbaine inspirée du croque-mitaine, mais ce n'est pas du tout le cas. Le Button Man existe réellement. Le 23 mai 2008, Warren Meyer part pour une randonnée de quelques heures parfaitement équipée. Ce jour-là, plusieurs témoins signalent des coups de feu et un patient psychiatrique en fuite est aperçu dans la zone. En 2011, David Prideaux, un haut responsable du système pénitentiaire, chasse le cerf avec son beau-frère quand il disparaît à son tour. En 2019, 2 autres disparitions frappent la région. Conrad Whitlock abandonne voiture, veste et téléphone dans un secteur isolé, puis disparaît. Quelques mois plus tard, Niels Baker part seul en randonnée pour 5 jours et ne sera plus jamais revu. Toutes ces affaires ont un point commun. Elles se déroulent dans un périmètre restreint, au cœur d'un territoire que le Button Man connaît mieux que quiconque. S'agit-il de coïncidence ou est-ce que le Button Man a quelque chose à voir avec les disparitions? Conscientes de l'inquiétude qu'il suscite, les autorités décident de le rencontrer et des officiers spécialisés en sauvetage localisent sa base. Et, contre toute attente, l'homme accepte de leur parler.
Il n'est pas inculpé ni accusé, au contraire, la police sollicite son aide, reconnaissant qu'il peut être la personne la plus compétente pour comprendre les mouvements dans cette région hostile. Malgré cela, les soupçons ne faiblissent pas. En mars 2020, Russell Hill et Carol Clay installent leur campement dans la vallée, puis disparaissent. Un suspect, qui n'est pas le Buttonman, est arrêté et est inculpé pour double meurtre en 2021. Depuis cette arrestation, la région semble plus calme et plus aucune disparition étrange n'a été signalée. Pourtant, le mystère du Buttonman demeure entier. Est-il un simple ermite au comportement marginal ou un prédateur discret opérant dans l'ombre du bush australien? Et pendant ce temps-là, la vallée de Onondaga garde ses secrets. Peut-être qu'un jour, d'autres personnes encore y seront avalées sans un bruit. Ainsi s'achève notre plongée dans les abysses de l'iceberg des disparitions mystérieuses et inexpliquées. J'espère que ce voyage vous a captivé autant que moi et que ce format un peu différent vous aura permis de découvrir des histoires dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, surtout après 3 semaines de travail intense. Voilà les aventuriers, il est désormais temps de nous quitter. Je vous souhaite d'excellentes vacances au soleil ou à la montagne, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.